Bonsoir tout le monde, désolé du retard. Bienvenue à cette nouvelle édition du Mardi Médical. Alors, le direct était censé commencer à 20h, mais malheureusement, le souci était à mon niveau, il était au niveau de l'invité. J'ai eu des problèmes avec mon alimentation d'énergie, donc j'ai dû me déplacer. Alors, ce soir, nous allons parler de la leucémie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Yves Valéry Pouna, le promoteur du Mardi Médical. Nous allons parler ce soir de la leucémie, qui est une pathologie qui touche deux spécialités à la fois, l'hématologie et l'oncologie. Nous allons pas recevoir un hématologue ce soir, mais nous allons recevoir une résidente en oncologie. L'oncologie qui est la spécialité médicale qui traite des cancers. Un instant, s'il vous plaît. Donc, désolé, je disais tantôt que nous allons parler de la leucémie, qui est une maladie qui touche à deux spécialités médicales. Et comme on l'a dit dans le propos liminaire, dans le corps humain comme un pays, par exemple, si je prends le cas de l'État du Cameroun a plusieurs institutions, parmi lesquelles l'armée. L'armée qui est censée défendre le territoire national en cas d'attaque extérieure. C'est la même chose au niveau de l'organisme du corps humain. L'organisme a ce qu'on appelle des globules blancs, qui sont encore appelés leucocytes. Leuco, ça vient de blanc, et cyte, ça vient de cellules. Donc, c'est des cellules qui sont blanches, on parle de globules blancs, et qui sont censés défendre l'organisme lorsqu'il y a une attaque extérieure, notamment une attaque par des microbes, des virus, des parasites, bref, des agents pathogènes. Donc, ces leucocytes-là, pour une raison ou pour une autre, peuvent se mettre à se multiplier de façon anarchique, c'est-à-dire de façon exagérée, et donner la maladie qu'on appelle la leucémie. Vous voyez bien que dans la leucémie, il y a ce leuc qui renvoie au blanc du globule blanc. Donc, veuillez faire preuve d'un peu de patience. Notre invité va nous rejoindre d'ici peu. Alors, docteur Gebjan, si tu ne parviens pas à rejoindre avec mon invitation, n'hésite pas à m'envoyer, toi, une demande d'ajout. En attendant que notre invité nous rejoigne, n'hésitez pas à partager le direct dans vos différents forums ainsi que dans votre story. Nous allons débuter dans quelques instants, en attendant juste que l'invité se connecte. Je tiens à rappeler que le mardi médical a des articulations. Déjà, la première partie, ce sera la présentation de notre invité. Ensuite, je vais faire un résumé pour mettre à jour les retardataires. Et ensuite, nous allons répondre aux questions que vous aurez préalablement posées en commentaire. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la présentation se fait, vous avez le droit et même le devoir de laisser des questions en commentaire. Nous prendrons le plaisir d'y apporter des réponses à la troisième partie. Donc, docteur Micheline, on attend que tu nous rejoignes. Donc, n'hésite pas à envoyer une demande d'adhésion, s'il te plaît. Si tu ne parviens pas à rejoindre avec mon invitation, essaie d'envoyer une demande, s'il te plaît. Merci de faire preuve de patience. Nous essayons de rétablir la connexion avec l'invité. OK. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Doc. Ah, Bonsoir, docteur il y a Pouna. beaucoup de facteurs qui sont contre la science ce soir, hein. Apparemment, Déjà, apparemment. déjà, il y a Eneo qui me contraint à me déplacer. En plus, je ne sais pas, nos opérateurs téléphoniques Et puis, il y a ils savent pas Orange que, et Airtel qui ne sont pas très complets non plus. Est-ce que ils tu savent pas que m'entends?
Je t'entends très bien. Ils ne savent pas que tu as chargé, en fait. Tu viens armé pour nous dire la science ce soir. Donc, En je tout vous cas, ce présente le serait le docteur. mieux pour faire comprendre à ton audience ce que c'est que la leucémie. D'accord. Bon, déjà, d'habitude, je prends des médecins qui n'ont pas forcément l'expérience des réseaux sociaux, mais je tiens à rappeler que le docteur Micheline Guébitian a l'expérience des réseaux sociaux. Elle a un compte TikTok, pardon, où elle dispense, où elle dit la science, c'est-à-dire où elle fait une sensibilisation sur plusieurs pathologies. Elle aura l'occasion de vous donner le nom de son compte TikTok tout à l'heure, qu'on pourra même laisser en commentaire, vous pourriez la follow tout à l'heure. Donc, elle est résidente en oncologie, comme je vous l'ai dit. Je ne vais pas faire plus de discours que ça, étant donné qu'on a perdu à beaucoup de temps. Donc, comme j'ai dit, l'émission a 3 articulations. La première, c'est ta présentation qui va durer maximum 30 minutes. Après, je vais reprendre la parole pour faire un résumé, question de mettre à jour les retardataires. Ensuite, nous allons répondre aux questions qui auraient été posées en commentaire. Donc là, je vais te passer la parole. Si tu le veux bien, tu vas te présenter et tu vas commencer, s'il te plaît. Bonsoir, docteur Pouna. J'espère que tu m'entends bien et que ton audience aussi. Je t'entends très bien. Ok, je suis le docteur Guébédian Micheline. Je suis résidente de 3e année en oncologie médicale. Donc, le sujet sur lequel je vais vous entretenir ce soir, il s'agit de la leucémie. Ça dépend vraiment de comment on aborde le sujet parce que la leucémie ou les leucémies, les deux appellations sont tout à fait correctes. La leucémie étant une pathologie hétérogène, c'est-à-dire que ce n'est pas une maladie classique, c'est un groupe de maladies qu'on dénomme par leucémie. Donc, la cible de ce propos, c'est vraiment la population générale, hein. Ce n'est pas le personnel de santé, c'est vraiment le Camerounais lambda qui se demande c'est quoi la leucémie, c'est quoi la leucémie, encore appelée le cancer du sang, communément appelé le cancer du sang. Donc, le but, c'est de pouvoir faire comprendre aux Camerounais lambda ce que c'est que la leucémie et de pouvoir le permettre d'identifier, en fait, identifier les facteurs de risque de cette maladie-là et enfin de pouvoir reconnaître les signes d'alarme, les signes d'appel de la leucémie. Donc, savoir comment reconnaître les signes d'alerte qui peuvent nous orienter vers une leucémie. Et enfin, pouvoir savoir comment prévenir cette maladie dans notre entourage. Pourquoi pas? Donc, pour bien comprendre ce que c'est que la leucémie, il faudra déjà comprendre le principe de l'hématopoïèse. L'hématopoïèse étant le procédé par lequel l'organisme humain produit les cellules sanguines. Donc, nous savons qu'il existe 3 types de cellules sanguines, les globules rouges, les globules blanches et les plaquettes. Et ces 3 types de cellules sont produites dans la moelle osseuse. C'est vraiment comme le moteur de la production des cellules sanguines. Et donc, la leucémie va donc survenir lorsqu'il y aura une sorte de cellule au niveau de la moelle qui va devenir folle et va décider de se multiplier de façon anarchique, sans respecter vraiment l'organisation, en fait, de celle-ci. Donc, devant ça, on parlera donc de leucémie. Donc, la leucémie, c'est en fait une cellule de la moelle osseuse qui décide de se multiplier de façon anarchique sans respecter l'homéostase, c'est-à-dire que l'ordre, l'organisation que lui impose l'organisme. Donc, il faut savoir que l'hématopoïèse, qui est le mécanisme par lequel la moelle produit ces cellules-là, c'est vraiment c'est un procédé qui se fait par étapes. C'est-à-dire qu'il y a dans la moelle osseuse ce qu'on appelle des cellules souches. Je pense que beaucoup de personnes ont déjà entendu parler de cellules souches. Les cellules souches donc, sont comme des cellules mères qui vont se diviser en temps opportun et se différencier en les différentes cellules que comporte notre sang. Donc, nous avons donc deux grands types de cellules souches qui sont les cellules myéloïdes
et les cellules lymphoïdes. Donc, les cellules myéloïdes ont vraiment le rôle de produire ce qu'on appelle les globules blancs, les globules rouges, une catégorie pardon, de globules blancs et les globules rouges et les plaquettes. Et les cellules souches lymphoïdes, elles vont produire vraiment ce qu'on appelle les lymphocytes. Les lymphocytes, c'est aussi une catégorie de globules blancs. Donc, lorsque cette cellule souche-là se différencie, elle donne naissance donc, à ces différentes catégories de cellules sanguines. Et dans la moelle, ce qui se passe, c'est qu'une cellule souche qui donne naissance à une cellule fille, c'est-à-dire que la cellule souche se divise et donne naissance à une cellule fille. Cette cellule-là va donc acquérir, en fonction des mutations génétiques, en fonction de la mutation génétique qui sera présente, elle va acquérir la capacité de se diviser de façon anarchique. Ça peut être, les leucémies peuvent toucher n'importe quelle lignée, c'est-à-dire que ces différentes cellules-là, on les appelle les lignées de la moelle osseuse. Donc, la leucémie peut toucher n'importe laquelle de ces lignées-là, et ceci va donc donner naissance à ce qu'on appelle la leucémie ou les leucémies. Donc, si cette anomalie affecte la lignée blanche, par exemple les myéloïdes, on va avoir les différents types de leucémie myéloïde. Et si elle affecte la lignée lymphocytaire ou lymphoïde, on va avoir dans les différentes leucémies qui en découlent. Donc, on parlera donc ici de 4 pathologies parce qu'en fait, la leucémie, ce n'est pas une seule maladie, il s'agit de 4 maladies regroupées en une seule. Lorsqu'elle affecte les cellules immatures d'une lignée, on parlera de leucémie aiguë. Donc ici, aiguë peut vraiment dire qu'elle affecte les cellules immatures d'une lignée et a le potentiel de se développer sur une période très courte. Et lorsqu'elle va donc affecter les cellules matures d'une lignée, on parlera de leucémie chronique. Donc, aiguë ici veut juste dire que les cellules qui sont affectées sont immatures et chronique veut dire que ces cellules-là sont matures. Donc, pour parler un peu de l'épidémiologie des leucémies, on dira que c'est un groupe hétérogène de pathologies. Hein. C'est vraiment plusieurs maladies regroupées en un seul thème. On va avoir des leucémies aiguës myéloïdes, on va avoir des leucémies aiguës lymphoïdes, on va avoir ou lymphoblastiques parce que ça dépend vraiment des écoles. Il y en a qui vont dire leucémie aiguë lymphoblastique. Blastique ici veut dire que les cellules sont jeunes. Et il y en a qui vont dire leucémie aiguë lymphoïde. C'est toujours vraiment la même pathologie. Mais lorsqu'on dit lymphoblastique, c'est vraiment pour connoter le caractère jeune de ces cellules-là. Donc, lorsque c'est une pathologie qui affecte, lorsqu'elle va affecter les cellules matures, on parlera ici de leucémie chronique lymphoïde ou leucémie chronique myéloïde. Donc, on a là 4 pathologies qui sont regroupées en une seule. Il faut dire que vraiment la plus fréquente de ces pathologies-là, c'est la leucémie myéloïde chronique. C'est vraiment la plus dominante en termes d'incidence et même de prévalence. Également, il faut savoir que les leucémies n'ont pas, au niveau de l'âge à laquelle la maladie survient, vu que ce n'est pas une maladie et c'est un groupe de pathologies hétérogènes, il y a des leucémies qui vont affecter les enfants plus que les adultes et vice-versa. Par exemple, la leucémie la plus retrouvée chez les enfants, c'est la leucémie aiguë lymphoblastique. Contrairement à ce qu'on va retrouver chez l'adulte qui est la leucémie myéloïde chronique. Chez l'enfant, on aura l'enfant avant l'âge de 14 ans qui sera le plus atteint. Et chez l'adulte, on aura les adultes entre 20 et 50 ans pour la leucémie myéloïde chronique. Donc, il faut dire que la leucémie, ce n'est pas une pathologie non négligeable parce qu'on a environ un peu plus de 300 000 nouveaux cas de patients affectés par la leucémie dans le monde, avec un nombre de décès qui est non négligeable. Donc, c'est une maladie qui mérite notre attention, qui mérite du crédit. Au Cameroun, par exemple, nous avions en 2022
un peu plus de 300 000 nouveaux cas de leucémie, que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant, avec un peu plus de 200 000 décès. C'est-à-dire qu'un bon nombre de ces patients-là vont décéder de la pathologie. C'est donc quoi les facteurs de risque qu'on retrouve dans les leucémies? On va avoir des facteurs de risque qui sont liés à l'environnement, c'est-à-dire que l'exposition aux pesticides. Quand on dit pesticides ici, on renvoie directement aux engrais. L'exposition au benzène, c'est-à-dire les dérivés du pétrole, les dérivés du carburant, ce qu'on appelle couramment le carburant, les dérivés du carburant, le diesel, un peu tout ce que vous pouvez imaginer, l'huile de moteur, ce type de substance qui expose, qui prédispose, pardon, à faire des leucémies. Nous avons également les chimiothérapies, c'est-à-dire que les patients qui ont été traités pour un cancer par une chimiothérapie sont plus à risque de développer une leucémie comparé à ceux qui ne le sont pas. Également, nous parlerons des radiations ionisantes. Les radiations ionisantes, les patients qui ont reçu des traitements par radiation, les patients qui sont exposés aux radiations ionisantes de par leur métier, sont plus à risque de faire des leucémies que ceux qui ne le seront pas. Et dans certains pays même, la leucémie est considérée comme une maladie professionnelle, c'est-à-dire que les personnes qui travaillent avec des radiations dans leur quotidien et qui développent les leucémies seront considérées comme ayant acquis la maladie du fait de leur travail. Donc, dans certains pays, la leucémie est considérée comme une maladie de travail. Donc, on a cette catégorie de facteurs de risque-là. Donc là, on va dire les engrais, les pesticides qu'on retrouve dans nos champs de légumes, les pesticides qu'on utilise communément pour détruire les microbes dans les plantations, c'est un gros facteur de risque de leucémie dans notre contexte. Les chimiothérapies, les radiations, les dérivés du pétrole, ce sont des facteurs de risque environnementaux. On a un autre groupe de facteurs de risque qu'on appelle les facteurs de risque génétiques. C'est-à-dire que les patients, les personnes qui sont porteuses de maladies génétiques, comme la trisomie, les personnels de santé qui sont dans l'audience comprendront de quoi il est question. Les personnes qui ont les maladies congénitales, comme la trisomie, comme l'anémie de Fanconi, sont plus à même de faire des leucémies, contrairement à ceux qui ne sont pas porteurs de ces pathologies-là. Également, les infections virales. On a 2 virus ici qu'on a pu isoler en particulier, qu'on a pu identifier comme étant pourvoyeurs de leucémie. On a le Epstein-Barr virus et on a le Human T lymphocyte virus. Ça, c'est vraiment des termes vraiment médicaux. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que cette cellule qui est immature là, pour parler en fait de la physiopathologie, cette cellule qui est immature là et qui a acquis ces mutations génétiques va donc développer la capacité de proliférer de façon anormale, c'est-à-dire qu'elle va se développer et se multiplier de façon anormale dans la moelle. De ce fait, elle va étouffer la multiplication d'autres cellules, puisqu'elle n'est pas seule. Dans la moelle, elle est avec d'autres cellules qui produisent d'autres lignées. On va prendre un cas de figure, oui. la lignée, les cellules qui produisent les polynucléaires neutrophiles, par exemple, qui va être affectée et qui se développe de façon anarchique et va donc étouffer les cellules qui produisent les globules rouges ou les plaquettes. Donc, elle va se multiplier et envahir la cellule, et la moelle osseuse. Elle va étouffer les autres cellules jeunes qui sont en train de se développer dans cette moelle osseuse-là. Et de ce fait, c'est de ce fait en fait que découlent les premiers symptômes. Parce que généralement, les premiers symptômes de la leucémie, on va avoir une anémie, c'est-à-dire que des vertiges, des céphalées, une pâleur, une asthénie invalidante, inhabituelle. Et ceci peut nous orienter à penser à une leucémie. On peut également avoir des infections à répétition, c'est-à-dire que des patients qui développent des infections tout le temps, pneumonie, infection urinaire, gastro-entérite, qu'on va soigner de façon répétée, mais qui ne va pas vraiment s'amender, qui va revenir encore et encore. Par exemple, on va soigner une pneumonie cette semaine et dans 3 semaines, on va soigner une infection urinaire chez le même malade. Donc, ce type
ce type de parcours peut nous amener à penser à une leucémie. On peut également avoir des troubles de la coagulation parce que lorsque ces cellules-là envahissent et étouffent d'autres lignées, les carences de ces lignées-là, les cellules que produisent ces lignées qui sont étouffées là, les symptômes de leur carence vont se faire ressentir au niveau du sang périphérique. Le sang périphérique, c'est vraiment le sang qui coule dans les veines, en fait, dans les vaisseaux. Donc, ces carences-là qui vont se faire ressentir à tous les niveaux. On a parlé d'anémie pour les globules rouges. Là, on parle de thrombopénie, c'est-à-dire qu'on aura un problème au niveau de la coagulation. On va avoir les saignements des gencives, on va avoir des ecchymoses, on va avoir des pétéchies. Ça, c'est vraiment les termes médicaux, mais on va remarquer qu'on saigne de façon anormale. Pour une plaie qui aurait cicatrisé, qui aurait arrêté de saigner en 2-3 minutes, on se retrouve à saigner pendant des heures. Donc, ce type de détails doit nous faire penser à la leucémie, à une leucémie. Donc, on va avoir à côté de ça, vraiment, cette catégorie de signes sont vraiment liés à l'insuffisance de la moelle. Ça veut dire que la moelle perd sa capacité à fonctionner de façon optimale, à produire de façon optimale toutes les cellules en quantité et en qualité suffisante. Donc là, on est devant les signes qu'on identifie comme des insuffisances de la moelle osseuse. On va avoir un deuxième groupe de signes, de symptômes qui seront liés au fait que ces globules, ces cellules-là de la moelle vont se déplacer de la moelle et envahir le sang périphérique et envahir le sang dans les vaisseaux. Donc, tellement elles seront nombreuses qu'elles ne pourront plus rester dans la moelle et la moelle devra à un moment donné expulser ces cellules-là au niveau du sang périphérique et ça va donc entraîner ce qu'on appelle une leucostase, c'est-à-dire que le sang est visqueux, le sang a les cellules qui surabondent, le sang est envahi et ça va entraîner un autre groupe de signes, de symptômes. On aura donc là des douleurs au niveau des os qui peuvent être du fait des infarctus au niveau des vaisseaux. On peut avoir aussi des douleurs au niveau des os qui peuvent être dues au fait que l'hyperactivité de la moelle va se faire ressentir comme des douleurs au niveau de ces os-là. On va également avoir une autre catégorie de symptômes qui ont un rapport avec la libération des toxines du fait de la destruction de ces cellules-là. Parce que lorsqu'une cellule est anormale et que lorsqu'une cellule anormale se retrouve dans le sang va l'identifier comme étant un problème et va donc détruire cette cellule-là. Mais le fait de cette destruction massive et abondante des cellules anormales qui sont malades, qui sont cancéreuses en provenance de la moelle, on va avoir la libération dans le sang des produits intracellulaires, c'est-à-dire qu'il y a les substances qui sont faites pour rester dans la cellule et ne pas se retrouver de façon anormale dans le sang. Mais lorsqu'il y aura donc cette lyse tumorale-là importante, ces substances-là vont être libérées de façon massive et elles peuvent avoir donc un retentissement sur plusieurs autres organes, notamment le rein. Un patient qui va donc développer une insuffisance rénale ou une lésion rénale aiguë. Un patient qui va développer une maladie, une cardiopathie du fait de l'hypercalémie ou une autre pathologie. On va avoir des patients qui vont développer des gouttes, des crises goutteuses du fait de l'acide urique qui est un composant intracellulaire qui va se retrouver libéré de façon massive dans la circulation. Bien sûr, on peut avoir un amaigrissement parce que devant un cancer, généralement, l'hypercatabolisme, parce que pour produire des cellules cancéreuses, le corps va devoir puiser dans ses réserves. C'est-à-dire que le corps va aller puiser dans ses réserves et va utiliser tous les nutriments, tous les substrats nutritifs qu'il va trouver à sa disposition pour produire ces cellules anormales-là. Et ça va nous entraîner un amaigrissement ou une perte de poids. Donc voilà, en gros, quelques signes qui peuvent nous orienter à investiguer une leucémie. Donc, lorsqu'on a donc ces signes-là,
qu'est-ce qu'il faudra faire? Déjà, il faut savoir que lorsqu'on a ces signes ou pas, la leucémie peut même se diagnostiquer dans un tableau complètement fortuit, c'est-à-dire qu'on va consulter pour un autre problème où on fait des bilans de routine et on va tomber donc sur une numération formule sanguine avec des cellules qui sont anormales. Donc, généralement, lorsqu'on a des signes d'appel, des signes d'alarme ou lorsqu'on découvre de manière fortuite ou lorsqu'on suspecte une leucémie, il est important de faire ce qu'on appelle en premier une numération formule sanguine. C'est vraiment les bilans qui orientent. Et dans la numération, on va avoir donc un ratio des cellules qui sont disproportionnés parce que nous savons que lorsqu'on fait les examens, il y a des taux, il y a des seuils qu'on ne doit pas dépasser. Et lorsqu'on dépasse donc ces seuils-là, par exemple, on va avoir une hyperleucocytose, des cellules blanches, de la lignée blanche, donc des globules blancs qui vont être anormalement élevés plus que la moyenne tolérée. On va avoir des plaquettes qui sont anormales aussi, qui sont soit très bas du fait de l'étouffement de la moelle par les cellules qui sont malades. On va avoir une anémie qui est profonde. Généralement, ce sont les anémies profondes, ce sont les thrombopénies profondes. Dans certains cas, on va avoir des leucocytoses parce que certaines de cette leucémie-là ont des mécanismes qui varient d'un groupe de cellules à un autre groupe. On va donc avoir parfois des thrombocytoses, c'est-à-dire que des plaquettes qui sont anormalement élevées et qui frisent même le million de plaquettes dans les cellules, dans le sang, pardon. Nous savons que les plaquettes, généralement, aussi entre 150 000 et 450 000. Donc, lorsqu'on se retrouve à 1 million de plaquettes, on se dit que là, il y a un problème et il faut investiguer. Lorsqu'on se retrouve devant une anémie inférieure à 7, on va se demander, et qui est vraiment en discordance avec le tableau clinique, parce qu'on peut avoir des anémies dues à d'autres causes, mais lorsque le tableau clinique est en discordance avec ce qu'on retrouve à l'animation formule sanguine, on va donc s'interroger. Et ceci va nous pousser à faire d'autres bilans d'orientation, notamment un frottis. Le frottis, en gros, c'est une sorte d'étalage du sang sur une lame, et on va donc aller regarder les différentes composées des cellules de ce frottis-là. On va donc aller regarder les différentes cellules qu'on peut voir au niveau de ce frottis. En fait, ça nous permet de pouvoir identifier de manière précoce les cellules malades dans le sang périphérique. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Docteur Pouna, est-ce que tu m'entends? Si tu m'entends, essaie un peu de me le faire savoir parce que j'ai l'impression que très bien. Je suis en train de je consommer de la parle science. beaucoup et je parle seul. Tu parles pas seul. Nous Donc, sommes avec toi. Juste qu'on ne veut pas te couper la parole. d'accord, Donc, vas-y. d'accord. OK. Donc, dans un frottis, donc, on va retrouver donc, les signes, les indices qui nous font comprendre qu'il y a des cellules qui sont malades en provenance de la moelle. Donc, on peut également être amené à réaliser un myélogramme. Un myélogramme, c'est vraiment un examen où on va aller récupérer un peu de moelle osseuse. On va aller vraiment à la source du problème, récupérer un peu de moelle osseuse et l'examiner en profondeur. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça, c'est vraiment des subtilités d'hématologues et d'oncologues, mais il y a des critères en fonction de la quantité de globules, la quantité de cellules immatures qu'on retrouve dans la moelle ou dans le sang périphérique qui peuvent nous orienter à un type de leucémie ou à un autre type de leucémie. Donc, voilà. Merci pour ceux qui écoutent. OK, donc, en gros, c'est ça. Donc, devant cette frottis et ce myélogramme, on peut déjà avoir une orientation sur la maladie en question. Est-ce qu'on est devant une leucémie aiguë? Est-ce que nous sommes devant une leucémie chronique? Est-ce que nous sommes devant une leucémie myéloblastique, c'est-à-dire les cellules immatures, ou nous sommes devant une leucémie lymphoblastique, c'est-à-dire les cellules immatures de la lignée lymphocytaire ou myéloblastique de la lignée myéloïde? Il faut rappeler qu'on a deux types de cellules souches, les cellules souches myéloïdes et les cellules souches lymphoïdes. Donc, chacune de ces cellules-là donne naissance à un différent axe dans le diagnostic de leucémie.
Donc, après le myélogramme, il existe une panoplie d'autres examens hein, qu'on peut être amené à faire. Oui. On peut être amené à faire un karyotypage, c'est-à-dire qu'on va aller regarder dans les gènes dans l'ADN en fait de la cellule malade pour identifier c'est quoi la mutation qui cause cette leucémie-là. Ça nous permet aussi de pouvoir identifier plus en détail la leucémie en question. Oui. On peut être amené à faire un immunophénotypage, c'est-à-dire qu'on va aller regarder au niveau du cytoplasme d'une cellule les marqueurs, les antigènes qui s'y trouvent, parce que lors de la maturation de ces cellules-là dans la moelle, elles peuvent acquérir ou perdre certains antigènes, c'est-à-dire des protéines de surface. Les cellules, généralement, au niveau de leur membrane, ont des protéines qui sont là. Et en fonction de quelle protéine est présente ou absente, on peut se prononcer sur le type de leucémie auquel on aura affaire. On peut également faire des bilans de biologie moléculaire. Ça, vraiment, ce sont des subtilités vraiment très, très, très spécifiques des spécialistes de la pathologie. Donc, lorsqu'on a posé un diagnostic de leucémie, qu'est-ce qu'il faudra faire? On va investiguer c'est quoi les complications. Ça a atteint quel organe? Qu'est-ce qu'il faut faire en premier? On va donc rechercher des signes infectieux dans les poumons, dans les urines. On peut faire une échographie pour voir est-ce qu'on a des adénopathies, est-ce que ça a commencé à affecter d'autres organes parce que certaines de ces cellules-là deviennent matures ou bien partent se loger dans les tissus tels que la rate, tels que le foie, tels que les ganglions. Donc, on va donc faire des examens pour pouvoir se situer au niveau de l'atteinte des différents organes par rapport à soit la maladie, par rapport ou aux complications que peut entraîner la maladie en elle-même. Donc, on peut faire ces bilans-là. On peut être amené à faire des bilans d'hémostase parce que lorsqu'on est devant un patient qui a des ecchymoses, qui a des saignements anormaux, on va faire ce qu'on appelle un bilan d'hémostase, notamment un TP, un TCK, les fibrinogènes, ainsi de suite. On peut également faire un bilan biochimique parce que devant ces cellules qui se détruisent de façon massive et qui déversent un contenu qui peut être nocif pour l'organisme, il faudra se rassurer qu'on ne court pas vers une urgence médicale. Donc, on peut faire des dosages d'LDH, des dosages d'acide urique, des dosages, on peut faire un ionogramme pour essayer de voir à quel niveau se situe la calémie. On peut faire une fonction rénale, un bilan de fonction rénale pour se rassurer que les reins sont sains, leur fonction n'est pas altérée par le fait de cette libération massive de composés, de ces composés toxiques de la cellule-là. Donc voilà en gros comment on va s'orienter devant ces signes d'appel. Donc, le traitement de leucémie, il faut savoir que le traitement par excellence devant une leucémie, c'est la greffe de moelle osseuse. Vraiment, il n'y a pas meilleur traitement que la greffe de moelle osseuse. Mais malheureusement, dans notre contexte au Cameroun, nous sommes encore un peu limités, donc nous ne sommes pas vraiment à ce niveau-là. Donc, ce qu'on va proposer aux patients généralement, c'est une chimiothérapie ou un traitement qui associe une chimiothérapie et des thérapies ciblées. Les chimiothérapies, c'est quoi? Ce sont des médicaments qui ont pour but de partir détruire les cellules cancéreuses dans le sang et limiter en fait leur effet. Limiter l'effet des complications de ces cellules-là au niveau de l'organisme. Donc, on peut proposer des traitements qui peuvent être à base de chimiothérapie antimitotique, des anthracyclines, on peut avoir les antimétaboliques, vraiment, ça sera devant le médecin. Ça, c'est des phases vraiment avancées de la prise en charge devant le médecin. La chimiothérapie peut être associée à des thérapies ciblées. C'est vraiment des traitements qui sont plus avancés, qui ont pour but de partir cibler soit les gènes, soit les protéines au niveau des membranes cellulaires et qui vont empêcher la multiplication de ces cellules-là dans la moelle osseuse. Oui. Donc, voilà les différentes options qui peuvent s'offrir à nous quant à la prise en charge des leucémies. Donc, il y a quand même quelques mesures importantes à savoir
dans la prise en charge d'une leucémie, c'est que des patients qui sont porteurs de leucémie ou qui souffrent de leucémie sont des patients qui sont à même de faire des infections très graves. Du fait de l'inefficacité de ces cellules qui sont produites dans la moelle, on va être comme dans un état d'immunodépression. Ça veut dire qu'on peut choper une maladie banale, on peut choper une infection quelconque qui ne nous serait pas fatale en temps normal. Donc, ces patients-là, on recommande de les mettre en isolement à l'abri de tout pathogène, c'est-à-dire qu'à l'abri de toute infection possible, de tout agent infectieux possible. Il est recommandé d'éviter de leur faire des injections intramusculaires. Du fait de l'altération de la coagulation, ces patients sont à même de saigner d'une petite piqûre et de se vider complètement de leur sang. Donc, on va éviter de leur faire des injections intramusculaires. On va éviter des brossages invasifs. Généralement, on évite de brosser ces malades-là, on évite de brosser les dents parce que même un saignement aussi banal qu'un saignement gingival peut entraîner une complication très grave du fait de l'anomalie de l'hémostase chez ces patients-là. Ce sont des malades qui vont être régulièrement transfusés et qui peuvent même être mis sous antibiotiques prophylactiques, c'est-à-dire que même à l'absence d'infection, on maintient quand même une dose d'antibiotiques ou bien un antibiotique à un certain seuil pour éviter que le malade développe une infection dans ce contexte de leucémie. Et bien sûr, la meilleure décision qu'un médecin pourra prendre face à un patient qui a une leucémie, c'est vraiment de l'orienter vers le service spécialisé. Ce n'est pas les pathologies qui se prennent en charge en ambulatoire. Il faut vraiment établir un plan de prise en charge spécifique. Et pour ce, il faut que le malade soit orienté vers un hématologue, qui est le médecin qui prend en charge les leucémies. C'est vrai que l'oncologue peut accompagner et dans certaines circonstances prendre en charge les leucémies, mais c'est vraiment à une échelle limitée. À une échelle limitée. Donc, le médecin qui prend en charge les leucémies, c'est l'hématologue. Donc, devant tout diagnostic, devant tout signe d'appel, devant toute suspicion, il est important d'orienter le patient vers son médecin traitant. Donc, ici, on va donc parler du pronostic. Est-ce qu'on vit avec la leucémie? Est-ce qu'on va vivre? Quel est le nombre d'années qu'on peut donner à un patient porteur de leucémie? Comme j'ai dit tantôt, c'est un groupe hétérogène de pathologies. Il y a des leucémies, généralement les leucémies chroniques, on vit très longtemps avec, du moment où ils sont pris en charge. Oui, je réponds à la question. Du moment où ils sont pris en charge tôt, on peut vivre avec. Il y a des patients qui vivent avec toute leur vie. Ça devient vraiment une maladie chronique, tel que tel que son nom l'indique, c'est vraiment une leucémie myéloïde chronique ou une leucémie lymphoïde chronique. On vit avec, on suit un traitement pendant une période et on fait des suivis, et on suivait la maladie. Maintenant, lorsque une leucémie est aiguë, il y a vraiment un protocole très strict qu'il faut adopter parce que là, c'est des formes graves. Les leucémies aiguës, généralement, sont des formes graves de leucémie qui nécessitent vraiment une intervention plus ciblée, plus appropriée, plus détaillée. Et ces patients-là, vraiment, l'espérance de vie à 5 ans est généralement inférieure à 60%. C'est-à-dire que la plupart des malades qui ont des leucémies aiguës, pour la plupart, ou bien pour un bon nombre d'entre eux, ont une espérance de vie qui peut être limitée. Et bien sûr, la science n'étant pas parole d'évangile, il y a des patients également qui ont des leucémies aiguës, qui vivent très longtemps, qui ont une très bonne espérance de vie. Mais la sévérité d'une leucémie ou bien le pronostic d'une leucémie se fera vraiment en fonction du grade, parce que même dans la maladie, il y a des grades. Il y a des leucémies qui sont de bas grade, il y a des leucémies qui sont agressives. Donc, le grade va jouer un rôle important dans le pronostic de la maladie. L'âge également à la survenue. Les patients qui sont âgés, avec des comorbidités, hypertension, diabète, sont plus à même de faire une maladie grave et même d'y passer qu'un patient qui est jeune et bien portant. Également, l'anomalie chromosomique.
nous sommes d'accord que plus il y a de mutations génétiques dans une maladie, plus elle va développer de complications, plus elle sera difficile à prendre en charge. Donc, les patients qui ont plusieurs mutations, qui ont plusieurs anomalies chromosomiques, seront des patients qu'on aura du mal à traiter de façon efficace. Oui. Il y a également la résistance au traitement. Il y a des malades qui développent des mutations qui les rendent d'emblée résistants au traitement. C'est-à-dire que même déjà avant de commencer, de débuter une prise en charge spécifique, ce malade-là, on sait déjà qu'il ne va pas répondre de façon favorable au traitement. Donc, ça va être un patient qui va être difficile à prendre en charge. On a un autre paramètre important qui est le niveau socio-économique. Nous sommes quand même dans un pays en voie de développement où le Camerounais moyen, ne pouvant pas s'offrir, ne pouvant pas se permettre de s'offrir le coût d'une greffe de moelle osseuse, nous sommes d'accord que sur 10 patients porteurs de leucémie, nous n'avons pas jusqu'à 3 ou 4 qui pourront arriver jusqu'à la greffe de moelle osseuse. Et ça, donc, c'est un facteur qui sera péjoratif dans la suivi des malades de leucémie. Donc, voilà en gros pour ce qui est de ce groupe de maladies, ce groupe de pathologies hétérogènes. Merci beaucoup, docteur. Je crois que nous avons épuisé toute la salive qui était dans ta bouche tellement tu as, tu as voulu détailler tout ce que tu avais comme science à dire et surtout pour que l'auditoire qui n'est pas du corps médical puisse t'écouter et voilà, te comprendre. Donc, rapidement, je vais essayer de faire un résumé de ce que le docteur a dit, ce qui est un exercice qui n'est pas très facile parce qu'elle a donné beaucoup d'informations. Faire fi de certaines, ce serait vraiment prétentieux, ce qui n'est pas aisé. Donc, il était question ce soir de parler de la leucémie. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, la leucémie, je l'ai dit avant que le docteur ne se connecte, leucémie c'est leuc. Leuc ça veut dire blanc, ça vient de globules blancs et hémie ça veut simplement dire le sang. En fait, c'est ces globules blancs-là qui se multiplient de façon exagérée dans le sang. Alors, docteur Guébidia a beaucoup expliqué ce qu'on appelle la physiopathologie, c'est-à-dire le processus de formation, le processus de développement de la leucémie. Je vais essayer de prendre un exemple dans la société pour qu'on puisse se retrouver. On a dit tout à l'heure que les globules blancs étaient comme les soldats qui étaient produits pour défendre l'organisme. Ceux qui sont camerounais, ceux qui vivent un peu à Yaoundé, je prends le cas par exemple de l'EMIA, où on est censé former des militaires. Disons que la formation est censée durer 5 ans, je dis n'importe quoi. Imaginez-vous, les militaires, ils ne sont pas encore arrivés aux 5 ans de formation. Disons, ils ont juste 2 ans de formation. Ils sont largués, c'est eux qu'on envoie pour combattre Boko Haram, c'est eux qu'on envoie un peu partout. Mais pas seulement ça. Le recrutement qui doit se faire d'environ 100 par an se fait, disons, à 15 000 par an. Donc, on prend beaucoup plus. Et vous allez vous rendre compte que les MIA qui étaient juste dans son carrefour là commencent à s'étendre. La faculté de médecine qui est à côté n'a plus d'espace pour former les médecins parce qu'en fait, les militaires ont occupé tout cet espace. L'école normale qui est non loin ne peut plus former les enseignants parce que les militaires ont occupé tout cet espace. Donc, c'est la même chose au niveau de l'organisme. Au niveau de la moelle osseuse, on a des cellules du sang qui doivent être fabriquées. Les globules blancs qui sont les défenseurs de l'organisme, les globules rouges, ceux qui ont fait, bon, je pense que mon auditoire a quand même fait le primaire, on parlait souvent des globules rouges, c'est dans les globules rouges qu'on a l'hémoglobine, ce qui donne la couleur rouge au sang et tout, et tout, et tout. Donc on a les globules blancs, on a les globules rouges, on a ce qu'on appelle les plaquettes sanguines qui sont responsables de la coagulation. Lorsque vous vous blessez, c'est les plaquettes qui sont censées aider votre sang à coaguler. Donc, si les globules blancs se multiplient de façon anarchique, ils vont donc écraser, entre guillemets, les 2 autres lignées sanguines. Et comme elle a dit, c'est ça, en fait, ça qui va expliquer les symptômes qu'on aura. Les symptômes qu'on aura, ce sera premièrement les symptômes liés à la carence en ces autres-là. Elle a parlé, par exemple, de l'anémie. Quelqu'un qui fait une anémie à répétition, on va dire, oui, on est en zone endémique du paludisme, vous pouvez faire une anémie, mais on traite l'anémie, on fait même une transfusion, on se rend compte qu'on a une anémie qui ne cesse de persister et qui est inférieure à 7 grammes. Lorsqu'on dit anémie inférieure à 7 grammes, ça veut dire que c'est une anémie qui est sévère. Donc, à côté de ça, on peut également avoir des troubles de la coagulation, comme elle a dit. Quand on dit troubles de la coagulation, ça peut vous paraître trop difficile, mais en fait, vous allez vous rendre compte que vous saignez beaucoup trop du nez. Vous saignez déjà saigner du nez, c'est pas normal, mais vous saignez beaucoup du nez. Vous avez une petite plaie qui va saigner pendant longtemps, alors qu'en temps normal, elle aurait mis très peu de temps de saignement. Après, vous auriez coagulé. Vous allez avoir ce qu'on appelle les pétéchis, les personnes qui sont claires de peau, pas comme moi, moi je suis trop noir. Les personnes qui sont claires de peau vont remarquer comme des petites taches de sang au niveau de leur peau. Oui,
grossièrement, c'est ça. Mais également, les globules blancs qui seront produits, étant donné qu'ils ne sont pas matures, ils n'ont pas cette faculté-là à défendre aisément l'organisme, ils sont immatures et donc vous êtes bonjour les infections parce qu'ils sont censés vous défendre contre les infections, mais ils sont immatures, donc les infections seront les bienvenues au niveau de votre corps. Alors, le docteur Micheline a parlé tout à l'heure des types de leucémie. Elle a parlé de deux grandes lignées déjà. Elle a fait un rappel sur le processus de formation dont j'ai parlé là il y a quelques secondes. Alors, étant donné que on a dit on a trois lignées sanguines. Maintenant, dans la lignée des leucocytes, c'est-à-dire les défenseurs de l'organisme, on a encore deux catégories. Elle a parlé de la lignée myélocytaire, de la lignée lymphocytaire. Donc, rien qu'à cause de ces lignées-là, on va distinguer deux types. Bon, c'est vrai que ce n'est pas le plus important pour vous, mais il faut le savoir quand même. On peut avoir des leucémies qui sont myéloïdes et des leucémies qui sont lymphoïdes, comme elle a dit tout à l'heure. Et le pronostic sera également lié à cela. Elle a également parlé du caractère aigu ou chronique de la leucémie. Elle a dit que c'était en rapport avec le fait que les cellules qui soient en cause soient des cellules qui sont vraiment jeunes, immatures, comme dans le cas des leucémies leucémie aiguë, qu'on appelle encore leucémie, par exemple, dans le cas d'Anier lymphocyte, on va dire leucémie lymphoblastique. En fait, les blastes, c'est les cellules qui sont encore vraiment immatures. Mais lorsque c'est les cellules un peu plus matures qui vont se multiplier de façon anarchique, on va parler de leucémie chronique, comme elle a dit. Alors, en ce qui concerne l'âge, elle a dit que les enfants sont touchés, les adultes également, mais ce n'est pas le même type de leucémie. Leucémie qui va toucher les enfants ou les adultes. Les adultes, c'est généralement entre 20 et 50 ans. Et c'est beaucoup plus la leucémie myéloïde chronique. J'espère que je ne dis pas n'importe quoi. Donc. Et chez les enfants, c'est beaucoup plus la leucémie aiguë. C'est beaucoup plus de leucémie aiguë lymphoïde. Alors, elle a donné quelques chiffres, notamment au Cameroun, les études au Cameroun qui ont fait état en 2022 d'environ 322 nouveaux cas et où on a également rapporté environ 222 décès. Alors, elle a également ressorti la notion de facteur de risque. Vous allez me dire, si quelqu'un a une leucémie, d'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est comme le palu? Est-ce qu'il y a un moustique qui vient vous piquer? Alors, elle a parlé de facteur de risque. Facteur de risque ne veut pas dire cause, c'est-à-dire que c'est une situation qui vous prédispose, qui vous donne une probabilité beaucoup plus élevée de faire la leucémie par rapport à d'autres personnes. Elle a parlé notamment des facteurs liés à l'environnement, l'exposition aux pesticides, l'exposition aux hydrocarbures, les chimiothérapies. Les chimiothérapies, généralement, on parle de chimiothérapie lorsque quelqu'un a eu un cancer et c'est un type de traitement. Sauf que ce type de traitement peut être un facteur de risque pour vous de développer encore ce qu'on appelle une leucémie. À côté de ça, elle a parlé des radiations ionisantes. Je me suis vraiment senti concerné parce que, pour ceux qui le savent, je fais la radiologie. Nous utilisons les rayons X la plupart du temps. Ces radiations ionisantes-là sont également un facteur de risque de développer la leucémie. Bon, là, je parle de moi. J'ai mes collègues qui sont les techniciens qui sont vraiment au contact de cela. Ils sont vraiment à risque. C'est la raison pour laquelle dans le centre d'imagerie, vous allez souvent voir le personnel avec un petit truc ici, un peu comme un marqueur. Mais en fait, ce n'est pas un marqueur, c'est ce qu'on appelle un dosimètre. Pour calculer à chaque fois quelle est la dose que votre corps prend et savoir si on doit vous dispenser de cela ou continuer de vous exposer. Bien évidemment, il y a ce qu'on appelle les mesures de radioprotection pour limiter cela. Alors, elle a également parlé des facteurs liés à la génétique. Elle a par exemple pris le cas des personnes qui souffrent de trisomie. On dit souvent dans la société, il est mongol, elle est mongole. C'est ce qu'on appelle la trisomie 21. Une personne qui souffre de trisomie a beaucoup plus, je ne dirais pas de chance, mais de malchance de développer une leucémie par rapport aux personnes qui sont saines comme vous et moi. À côté de cela, elle a parlé de certaines infections virales comme l'infection à l'Epstein-Barr virus. Bon, ça c'est un peu trop technique. Alors, qu'est-ce qu'il a dit de plus? Voilà, quels sont les symptômes? On l'a dit tout à l'heure, les symptômes sont vraiment en rapport avec les troubles, c'est-à-dire lorsque vous avez une baisse des globules rouges dans votre corps, quels sont les symptômes que vous allez présenter? On a parlé des anémies chroniques qui sont des anémies généralement sévères. On a parlé des troubles de la coagulation qui donnent ce qu'on appelle des gingivorragies. Gingivorragie, c'est les saignements des gencives. C'est-à-dire que si vous vous brossez le matin, là, une fois, vous vous rendez compte que ça saigne. Deux, trois fois, ça devient une habitude que lorsque vous brossez les dents, ça saigne. Donc, c'est les gingivorragies. On a parlé des pétéchies. On a parlé de l'épistaxis, qui est l'écoulement de sang par le nez. Alors, généralement, le doc l'a dit tout à l'heure, étant donné que la moelle est celle-là qui a ce rôle de produire des cellules qui sont bonnes en termes de quantité et en termes de qualité également pour maintenir votre état de santé. Lorsque il existe ce déficit dans la circulation, là, on parle d'insuffisance médulaire. Médulaire, c'est un adjectif qui vient simplement de moelle épinière. Alors, docteur Micheline a également parlé de ce que ces globules ces cellules qui se multiplient de façon exagérée au niveau de la moelle épinière, ou la moelle osseuse, pardon, peuvent sortir, coloniser le courant sanguin et maintenant rendre le sang beaucoup plus visqueux, entraîner des petites, j'ai envie de dire des occlusions, c'est-à-dire qu'il y a une fraction
de sang qui doit être occupé par les cellules et une fraction de sang qui doit être occupée par le liquide, voilà, j'ai envie de dire l'eau, ça s'appelle le plasma. Mais si la quantité de cellules augmente de façon beaucoup trop élevée, le sang devient visqueux et on peut commencer à avoir des douleurs osseuses. Les drépanocytaires savent vraiment de quoi je parle. Ce qu'on appelle souvent crise vaso-occlusive, c'est parce que le sang ne circule plus bien et donc vous avez des petits infarctus au niveau de vos organes, notamment au niveau des os, vous avez des crises comme ça. Donc, on peut également avoir des reins qui sont touchés. Le docteur Guébidi a parlé d'insuffisance rénale. On peut également avoir une insuffisance cardiaque qui peut être multifactorielle. Hein. Bon, quand je dis multifactorielle, ça veut dire que ça peut avoir beaucoup de facteurs. Par exemple, le cœur est censé pomper le sang pour envoyer dans les organes. Si les organes disent au cœur, on ne reçoit plus assez d'oxygène, le cœur se dit, ah, c'est moi le problème, peut-être je ne pompe pas assez bien. Il commence à travailler davantage. Il va beaucoup travailler, à un moment il va se fatiguer, vous aurez une insuffisance cardiaque. Elle a également parlé des crises de gouttes que les personnes qui souffrent de leucémie peuvent développer et évidemment un amaigrissement prononcé. L'amaigrissement prononcé ici est lié à ce qu'elle a dit, étant donné qu'on fabrique beaucoup plus de cellules, disons 10 000 fois plus de cellules ou 1000 fois plus de cellules, on va beaucoup plus puiser dans les réserves. Les réserves, c'est votre tissu, vos graisses ou vos muscles qui sont là. Donc, vous allez avoir cette perte de votre poids liée à cet hypermétabolisme-là. Alors, si on suspecte que vous souffrez de leucémie, il y a des examens qu'on va vous demander. Les examens peuvent être des examens de sang ou alors ça peut être des examens d'imagerie. Vous allez venir chez moi. En ce qui concerne les examens de sang, le docteur Guébidjian l'a dit, l'examen le plus prescrit dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle une numération et formule sanguine. Je suis sûr que tout le monde dans ce direct a déjà bénéficié d'une numération et formule sanguine, ce qu'on appelle NFS. En fait, la NFS va juste te dire quel est votre nombre de globules rouges que vous avez, quel est votre nombre de globules blancs, quel est votre nombre de plaquettes, et encore essayer de scinder parmi les globules blancs, quel est le nombre de tels, quel est le nombre de tels. Mais, comme on l'a dit, ça va juste donner le nombre. Mais maintenant, si on se rend compte qu'il y a une lignée qui a un nombre beaucoup trop élevé, on va maintenant faire ce qu'on appelle un frottis. Le frottis, c'est un examen qui permet de caractériser quelle est la qualité de la cellule qui est produite. Est-ce que la cellule est mature? Est-ce que la cellule est immature? Donc, c'est un peu ça le frottis. Elle a également parlé de ce qu'on appelle le myélogramme. Alors, myélo, J'ai perdu le Dieu. J'ai perdu le Dieu. Allô? j'ai ma connexion qui est un peu buggée là. Ah, ok, d'accord. Donc, juste au niveau du myélogramme, le docteur Micheline l'a dit tout à l'heure, le myélogramme, c'est au niveau de la moelle osseuse. Également, il y a certains examens d'imagerie pour être faits, c'est-à-dire que le docteur Guébdian pourra vous envoyer chez moi. Elle me demande de vous faire une échographie parce qu'elle sait qu'il y a des organes qui peuvent être atteints, notamment la rate, notamment le foie, les ganglions également et pas mal d'autres. Donc, c'est un peu ça pour les examens qui pourraient être demandés. Le traitement, comme elle a dit, le gold standard, c'est-à-dire s'il faut faire un traitement définitif qu'on est sûr qu'il va vous guérir, c'est ce qu'on appelle la greffe de moelle osseuse. Parce qu'on l'a dit, le problème est au niveau de votre moelle. La moelle n'arrive plus à produire efficacement en quantité et en qualité les cellules qui vont gérer votre corps humain. Donc, il faut faire ce remplacement, changer votre moelle osseuse entre guillemets. Donc, c'est la greffe de moelle, le gold standard. Mais tout le monde ne peut pas se le permettre. Tous les pays n'ont pas la technologie nécessaire pour faire la moelle osseuse, la greffe de moelle osseuse, pardon. Donc, on pourra faire ce qu'on appelle la chimiothérapie. On pourra faire des thérapies ciblées, là, excellées, décrit tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus. Et, oh là là. Est-ce que vous m'écoutez toujours? J'ai l'impression que mon Wi-Fi. Moi, je t'entends bien. Hein. Je t'entends bien de J'ai mon l'impression côté. que mon Wi-Fi. Un instant. D'accord. Donc, à côté de. On va également donner un traitement, une antibiothérapie prophylactique. Ça veut dire que c'est pas qu'on vous donne un médicament parce que vous avez une infection, mais on vous donne des antibiotiques parce qu'on se dit, vous êtes à risque de faire des infections. Globalement, c'est ça qui a été dit. Bon, elle a parlé du pronostic, je ne vais pas revenir dessus. Alors, on va passer. Je ne sais pas si c'est mon téléphone qui bug, mais je n'ai pas accès aux commentaires. Je ne sais pas si toi, tu as vu des commentaires tout à l'heure. Je n'ai pas accès aux commentaires. J'ai les petits bugs là. Bon, je vois un commentaire là, je vois une question. Un internaute, un abonné qui demande si la leucémie est-elle héréditaire? Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans ce sens-là. Bon, on va Et essayer de une autre prendre ça. personne Si c'est la demande, première question que tu as vue, on essaie d'y répondre. Bon, moi, malheureusement, ça ne s'affiche pas. Je ne sais pas pourquoi ça bug ce soir. la première question c'est, attends, quelle est l'espérance de vie d'une personne leucémique? Bon, ça, on a vraiment répondu.
le pronostic dépend du type de leucémie déjà, du grade, c'est-à-dire que de la sévérité de la maladie. Parce que d'une leucémie à une autre, le pronostic est différent. D'un stade à un autre, le pronostic également est différent. Maintenant, il y a des facteurs qui sont liés au malade lui-même, c'est-à-dire son âge, son niveau socio-économique, les mutations qu'il porte, parce que même dans une leucémie bien spécifique, il peut avoir, en plus des mutations qui sont connues, d'autres mutations génétiques supplémentaires. Donc, le pronostic vraiment n'est pas fixe. Il dépend des facteurs intrinsèques au malade, mais aussi des Oui, facteurs intrinsèques et des facteurs liés à la maladie. Donc, voilà pour le d'accord. pronostic. Je ne sais pas si ma réponse est assez claire. Évidemment. Donc là, j'ai une autre question. La leucémie est-elle héréditaire? Je ne sais pas si on peut la prendre aussi la question, ou bien tu aimerais apporter quelques détails par rapport à la On refuse première question. pas. On refuse pas les questions. Bon, en vrai, c'est si l'aspect n'a pas un détail à apporter, c'est pas moi qui vais apporter un détail, hein. Mais bon, je peux faire des petits compléments en fonction de ma petite culture, il n'y a Mhm. pas de souci. Mhm. D'accord. Donc, pour répondre à la question de le caractère héréditaire de la leucémie, il existe des mutations génétiques qui peuvent être héréditaires. C'est-à-dire que lorsqu'on prend le cas de figure des trisomies 21, par exemple, ces patients-là peuvent avoir des mutations génétiques qu'ils vont transmettre à leur progéniture. Donc, dans ce cas, on va avoir, par exemple, des mutations comme dans la leucémie myéloïde chronique, le chromosome de Philadelphie, qui est très bien connu par le personnel de santé. C'est une mutation qui prédispose à faire une leucémie myéloïde chronique. Donc, les personnes qui sont porteuses de la mutation du chromosome de Philadelphie, la translocation 922, sont plus à même de faire les leucémies myéloïdes chroniques que la population générale. Donc, dans ce cas de figure-là, oui, les leucémies peuvent être héréditaires. Maintenant, il y a aussi des leucémies qui ne sont pas héréditaires. On a parlé des facteurs de risque plus tôt. Lorsqu'on s'expose à ces facteurs-là, on a plus de malchance, comme le docteur l'a dit, de faire une leucémie. Donc, voilà pour le caractère héréditaire des leucémies. Merci, merci. Donc, je ne sais pas si tu veux déjà passer. Moi, je voudrais te demander, ça c'est ma question, est-ce que la greffe de moelle osseuse se fait au Cameroun? Malheureusement, à ma connaissance, non, pas encore. Peut-être dans les années futures, ça pourrait être proposé comme alternative thérapeutique, mais à ma connaissance, nous ne faisons pas encore de greffe de moelle osseuse au Cameroun. Quel est l'obstacle en fait? Genre, est-ce que c'est une technologie ou alors c'est les croyances? Je ne sais pas. L'obstacle, c'est d'abord la technologie, parce que c'est un procédé qui requiert beaucoup de processus préalables. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste Oui. changer une moelle osseuse de façon anodine, comme si on donnait un traitement du palu. Il y a des prérequis. Il faut mettre le patient en aplasie. Généralement, l'aplasie veut dire qu'on détruit complètement les cellules de toutes les lignées de la greffe, de la moelle osseuse, De pardon. la moelle. Et il faut donc permettre à ce malade-là qui n'a plus aucune cellule produite dans son organisme de survivre malgré cela. Donc, voilà le premier obstacle. C'est déjà un gros challenge de pouvoir mettre un patient en aplasie. Aplasie veut dire qu'on détruit toutes les cellules, toutes les lignées de la moelle. Il n'y a plus rien n'est produit dans la moelle. Ça veut dire qu'on n'a plus de globules rouges, donc on est en anémie quasi constante. Ça veut dire qu'on doit être sur transfusion sanguine quasi constamment. On n'a plus de globules blancs, donc on n'a plus de soldats pour lutter contre les infections. Donc on est exposé et la moindre infection est à même de nous emporter. On n'a plus de plaquettes. Donc, on va, à la moindre opportunité, faire des hémorragies internes cataclysmiques qui peuvent entraîner la mort. Donc, voilà le premier challenge de la greffe de moelle osseuse. Nous n'avons pas la capacité de, de, de maintenir un malade en aplasie de façon continue pour pouvoir
proposer par derrière une intervention chirurgicale supplémentaire. Donc, qui visera à remplacer la moelle par une nouvelle moelle qui est saine. À côté de ça, il y a aussi le fait que il peut avoir des rejets parce qu'une greffe, ça reste quand même une greffe. Il peut avoir des rejets, il peut avoir des complications liées à la chirurgie et nous n'avons pas encore la technologie nécessaire pour pouvoir gérer ces complications-là. Donc voilà pourquoi, à mon avis, ce n'est pas encore fait au Cameroun. Et en plus de ça, il y a un coût. Ce sont des procédures qui ont un coût très élevé. Est-ce que le Camerounais moyen peut se permettre de faire une greffe de moelle osseuse? Voilà les questions qu'il faudra se poser. En fait ta réponse me fait déboucher sur la seconde question que je voulais poser. Est-ce que dans ta pratique, tu as remarqué que les assurances classiques auxquelles les Camerounais, certains Camerounais souscrivent, prennent en considération des maladies telles que la leucémie? C'est-à-dire, si je vais souscrire à une assurance, bon, je n'ai pas envie de dire non, hein, mais les assurances classiques de maladies, est-ce que ça couvre des maladies telles que la leucémie? Généralement, ça dépend du type d'assurance à laquelle on va souscrire. Je pense que lorsque l'on souscrit à une assurance et vu le degré de prise en charge que propose le Cameroun, l'assurance peut facilement couvrir une leucémie. On ne propose pas une greffe de moelle osseuse. Donc, une chimiothérapie, on a des patients qui sont sous chimiothérapie pour d'autres cancers ou même pour une leucémie qui sont assurés et qui sont couverts par leur assurance. Mais est-ce qu'une assurance au Cameroun doit couvrir une greffe de moelle osseuse? Ça, je ne suis pas très sûre. D'accord, merci beaucoup. C'est ce que je voulais savoir. Je ne sais pas si on a d'autres questions qui ont été posées en commentaire. C'était mes deux questions. Et je vois une question là. Je vois une question là qui apparaît à l'instant. C'est quoi l'hygiène de vie des personnes atteintes? C'est quoi l'hygiène de vie des personnes atteintes? Bon, on a un peu résumé ça tout à l'heure, mais je vais revenir dessus. Donc, une personne atteinte de leucémie, surtout dans les cas de leucémie aiguë, qui sont vraiment des formes graves de leucémie, il faudra vraiment avoir, il y a ce qu'on appelle généralement un counseling que les médecins font sur l'hygiène de vie. Et ça comprend vraiment les infections, c'est-à-dire que le patient devra éviter des environnements ou des situations qui vont le prédisposer à attraper un germe ou un microbe. Par exemple, la nutrition, le type d'aliments à consommer, l'hygiène même des aliments à consommer, le type d'environnement à fréquenter, les hôpitaux, les places publiques avec beaucoup de foule, ce type de conseils par rapport aux infections. Également, si c'est un malade qui est suivi à l'hôpital, on va lui apporter des conseils supplémentaires. Par exemple, on va lui préconiser d'éviter les infections, des injections, par exemple, des injections, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, d'éviter des corticoïdes qui pourraient entraîner des saignements incontrôlés. Donc, il y a ce volet-là qu'il faudra aborder. C'est les patients à qui on va recommander de bien s'hydrater parce que devant cette abondance de cellules au niveau de la circulation, le patient est à même de faire, des infarctus, c'est-à-dire des thrombus qui vont aller boucher des vaisseaux. Cela peut se produire n'importe où dans le corps humain. Ça peut être dans le cerveau, ça va mimer un AVC. Ça peut être dans les articulations, ainsi de suite. Ça peut être dans le tube digestif. Ça peut entraîner des complications graves. Donc, on va recommander aux malades de s'hydrater. Toujours dans l'objectif aussi d'éviter des lésions rénales, c'est-à-dire d'éviter de développer une maladie rénale qui peut aboutir sur une dialyse ou même sur le décès. Donc, l'hydratation est très importante. Boire suffisamment d'au moins 3 litres par jour. C'est les malades à qui on va faire des transfusions sanguines régulièrement. Ça veut dire que dans son environnement, dans sa famille, dans les personnes qui vont l'encadrer dans sa maladie, il faudra avoir des donneurs quasi constamment. Il faudra être disposé à dépenser pour acheter des poches de sang en cas d'incompatibilité ou bien en cas d'absence de sang. Il faudra intégrer des groupes de donneurs de sang, par exemple, parce que on peut avoir besoin d'un donneur à tout moment. Donc, voilà les petites modifications au niveau de l'hygiène de vie, au niveau
l'aspect social des malades qui sont atteints de leucémie. Il faudra également, je veux dire quoi, éviter de s'exposer aux procédures invasives. Par exemple, les conseils seront donnés sur le brossage des dents, éviter de se brosser des dents. Il existe même des brosses à dents spécifiques pour des malades atteints d'hémopathie maligne, parce que j'aime bien dire l'hémopathie maligne. Il existe des types de brosses pour éviter de blesser ou bien de saigner des gencives, éviter de tomber, de se blesser, éviter de tout geste invasif, éviter même parfois de faire de la cuisine pour les femmes parce que si on se coupe avec un couteau, ça va être un saignement qui peut être cataclysmique, ça va être un saignement qui va nécessiter peut-être une transfusion sanguine. Donc voilà des aménagements que le malade ou sa famille devra faire dans son entourage pour permettre en sorte qu'il puisse vivre avec sa maladie longtemps. Merci, merci, docteur. Je crois que l'internaute a vraiment capté ce qu'il en était. Bon, comme j'ai pas accès, est-ce que tu vois une autre question ou alors? Je vois une question là. Bonsoir les doc. Merci beaucoup, docteur Micheline. Alors, ma question est de savoir s'il y a une relation entre une leucémie et l'électrophorèse, notamment une EPPS, électrophorèse des protéines sériques, je suppose. Bon, dans les bilans, je peux dire d'orientation, lorsque on est devant une hyperleucocytose ou bien les signes qui nous font évoquer une leucémie, le PPS peut faire partie des examens demandés. C'est-à-dire que on a un type de leucémie qu'on appelle les leucémies lymphoïdes chroniques, qui sont des leucémies qui peuvent mimer une autre maladie qu'on appelle le myélome multiple, c'est-à-dire que ces maladies sont presque voisines, sont presque similaires. Donc, pour éviter de passer à côté d'un diagnostic, généralement, pour exclure un myélome, on va demander à un patient chez qui on suspecte une leucémie chronique lymphocytaire de faire un EPPS parce que dans la leucémie chronique lymphocytaire, il peut également avoir des pics d'immunoglobuline parce que ces cellules-là ont le potentiel de produire des immunoglobulines, donc il est important de pouvoir faire le distinguo entre les deux maladies. Donc lui, dans le bilan d'investigation, si je peux appeler ça comme ça, ou d'orientation d'investigation de la leucémie, on peut être amené à proposer une électrophorèse des protéines sériques. C'est vraiment au cas par cas parce qu'il n'y a pas des signes classiques, il n'y a pas des signes formels. Il y a des patients qui viennent avec des symptômes, bien des signes qui nous font penser à une leucémie, mais en fin de compte, c'est un myélome et vice-versa. Donc, c'est vraiment au cas par cas, en fonction du malade qu'on a devant nous, qu'on a devant soi. On peut être amené à soit introduire un bilan supplémentaire qui ne rentre pas dans la cascade diagnostique de la leucémie ou peut-être de ne pas le faire. D'accord. Merci. C'est toi qui as accès aux questions. Tu me dis s'il y en a encore. Je crois que, OK, j'ai une question là. Au Cameroun, quels sont les types de leucémie les plus fréquents et est-ce que leur prise en charge est adaptée à notre contexte de ressources limitées? Les types de leucémie les plus fréquents. La prévalence des leucémies dépendra vraiment du type de leucémie. Comme j'ai dit plus tôt, il y a 4 grands types de leucémie et la prévalence de chaque type est différente. Il y a des leucémies qui sont plus retrouvées chez les enfants et il y a celles qui sont retrouvées chez les adultes. Mais de façon générale, la leucémie myéloïde chronique est la forme la plus retrouvée dans la population générale. Donc, voilà pour la première partie de la question. Nous avons le type de leucémie la plus fréquente, c'est la leucémie myéloïde chronique. À côté de ça, la prise en charge, est-ce qu'elle est adaptée à notre contexte? Nous sommes dans un contexte de pays en voie de développement et donc, avec les réalités que cela comprend, nous n'avons pas l'accès, je peux dire,
aux molécules, aux thérapies ciblées qui sont vraiment le gold standard dans le monde actuellement. Nous n'avons pas accès, toujours accès, parce on peut avoir accès. Quand je dis accès, je parle sur le plan financier. Nous n'avons pas toujours accès à ces molécules innovantes là, de dernière génération, si je peux appeler ça comme ça. Donc, on fait avec ce qu'on a, on fait avec les ressources qui sont mises à notre disposition. Donc, ce n'est pas toujours une prise en charge optimale, une prise en charge adéquate, mais Oui. toujours est-il que les malades sont pris en charge et on leur propose le meilleur de ce qu'ils peuvent avoir en fonction du contexte camerounais. Oui. Je suppose qu'il y a des gens qui J'espère que meurent par... j'ai répondu à la question. Je dis que Allô? je suppose qu'il y a des... Je dis que je suppose qu'il y a des gens qui meurent par déficit financier. Il y a des, Il y a des gens qui meurent par déficit financier. bien sûr, comme il y a toujours des patients qui meurent par déficit financier, il y a les patients qui sont indigents. Il faut savoir que la prise en charge du cancer au jour d'aujourd'hui, dans notre contexte et même dans le monde, je parle des pays qui n'ont pas l'assurance vie et l'assurance santé, ce Oui. sont des maladies qui sont extrêmement onéreuses à prendre en charge. La prise en charge est lourde financièrement, non seulement pour le malade lui-même, mais aussi pour son entourage. C'est-à-dire qu'un cancer va se prendre en charge dans une famille. Chacun va apporter du sien sur le plan financier pour pouvoir aider à acheter un médicament, pour pouvoir aider à faire un bilan, pour aider à faire une transfusion. Donc oui, ça reste quand même assez cher de prendre en charge un cancer. Encore Est-ce qu'il plus existe, est-ce un qu'il existe cancer du néanmoins des sang. subventions au niveau du ministère vis-à-vis de cela? Il existe des subventions. Il existe, je peux dire, pas des subventions par rapport au cancer en général. Il existe des subventions qui sont mises à la disposition de certains hôpitaux pour permettre aux malades de cancer d'avoir des réductions au niveau des examens, par exemple, des scanners, parfois des examens biologiques, parfois Oui. d'autres examens, et même aussi au niveau des médicaments. Mais ce sont des subventions qui ne sont toujours pas disponibles tout au long de l'année. Donc, des fois, il peut y avoir rupture de stock, par exemple, des médicaments qui sont à des prix réduits et les malades Oui. seront donc amenés à débourser de leur poche pour acheter les médicaments qui sont parfois très chers. Oui. Je me rappelle, je sais quand même qu'à l'hôpital central, c'est pas typique des leucémies, mais en ce qui concerne les cancers, les personnes qui font des bilans de suivi à chaque fois, notamment le cancer du sein qui doit faire des scanners, les prix ne sont pas les mêmes. Les prix sont vraiment réduits par rapport à ceux qui viennent comme ça pour un check-up simple. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions que tu Exactement. vois en commentaire? Euh, je vois une question là de Nicole. Peut-on classer une anémie normocytaire comme facteur de risque de leucémie? Anémie normocytaire. Le critère, en fait, qui va nous amener à penser qu'on est devant une anémie, ce n'est pas le caractère des cellules. C'est surtout le fait que cette anémie-là va être arégénérative. Je n'ai pas mentionné ce plan, cet aspect parce que c'est vraiment très technique, c'est vraiment les termes des spécialistes, mais devant une anémie arégénérative, ça veut dire que l'anémie peut être soit régénérative, soit arégénérative. Ça veut dire que lorsqu'elle est arégénérative, ça veut dire que la moelle osseuse ne produit pas suffisamment pour compenser le déficit au niveau des vaisseaux. Donc, c'est ça qui va orienter vers une leucémie. Mais est-ce que l'anémie normocytaire en est même un facteur de risque? Non. Il faudra l'associer à un caractère soit régénératif ou arégénératif. Avec le dosage des réticulocytes. Bien sûr, avec le dosage des réticulocytes, bien sûr. Merci. Là, il y a une autre question. Il y a beaucoup de questions apparemment. Je ne sais pas si le sujet est intéressant ou bien c'est parce que je n'ai pas suffisamment expliqué. Quels sont les principaux obstacles au diagnostic précoce et à la prise en charge efficace des leucémies au Cameroun? Comme tous les cancers, hein, le diagnostic, la plupart du temps, est tardif. Du fait déjà
du contexte socio-économique. Aller à l'hôpital, ça a un coût, c'est pas gratuit. Il faut se dire les choses telles qu'elles sont. Aller à l'hôpital, ça a un coût, c'est pas gratuit. Est-ce qu'on ne va pas préparer dans un foyer parce qu'on va aller faire un frottis ou bien une radio? Je ne pense pas. Donc, généralement, les patients privilégient d'autres, je peux dire quoi? D'autres D'autres besoins. voies, d'autres besoins et d'autres voies même parce qu'ils vont préférer peut-être aller voir, faire bouillir une ou deux herbes ou peut-être filtrer une ou deux écorces pour d'abord commencer à prendre cela dans l'espoir de se traiter. Ou bien des fois, ils vont aller s'orienter vers la pharmacopée traditionnelle qui, elle, peut être moins chère. Donc, la prise en charge, le principal obstacle, c'est surtout le coût, c'est surtout le contexte socio-économique et le fait que, étant dans un contexte africain, la médecine conventionnelle n'est pas toujours le premier choix. La médecine conventionnelle n'est pas toujours le premier choix. On va s'orienter vers d'autres types de médecine, la phytothérapie et d'autres pratiques avant de se rendre à l'hôpital. Donc, généralement, quand le malade va arriver avec sa leucémie, qui peut-être était myéloïde chronique, elle a déjà Oui. acutisé, elle est soit en phase d'accélération, soit elle est devenue une leucémie aiguë. Parce qu'il faut savoir que les leucémies chroniques peuvent se transformer en leucémie aiguë. Donc, on peut être devant un tableau qui est déjà très compliqué à prendre en charge. D'accord. Merci, Doc. Est-ce que tu envoies une autre? Bon, là, est-ce que j'ai... il y a une question sur un résumé en anglais. C'est vrai que l'audience, docteur Pouna, je ne sais pas si elle est anglo-saxonne On va ou dire que elle le est Cameroun est franco, elle bilingue. est Le Cameroun est bilingue. Malheureusement, francophone. la plupart, c'est les francophones. L'invité aussi francophone. C'est vrai que c'est exceptionnel de faire des mardis médicaux uniquement en anglais, mais j'en ai déjà fait. On essaiera de voir comment gérer cela. Mais quand cela ne tienne, lorsque vous avez des D'accord. questions en anglais, n'hésitez pas à les poser. On ressortira certains points particuliers en langue anglaise. Mais tout un résumé en anglais, ça risque d'être chaud quand même. Oui, ça risque d'être long, surtout qu'on est déjà, je pense, bien dans les limites du temps. Oui, oui, justement. Est-ce qu'il y a une autre question qui a été posée? Donc là, je ne vois plus d'autres questions. Je pense qu'on a fait le tour de la question. D'accord. Donc, tu peux nous donner un take-home message, s'il te plaît, et ensuite nous allons clôturer. Le take-home message ici, ce sera de dire que devant tout signe clinique, tout signe d'appel, il faut consulter. Vraiment, le diagnostic précoce est souvent la clé vers une prise en charge adéquate, vers un meilleur pronostic. Le diagnostic précoce est la clé vers une prise en charge adéquate et un meilleur pronostic. Et également, j'invite les personnes qui me suivent à savoir reconnaître les facteurs de risque et vraiment les éviter. Parce que l'éviction des facteurs de risque aussi est l'une des clés pour essayer de réduire la prévalence des leucémies. Donc, éviter les expositions aux pesticides, essayer de faire des cultures sans engrais, essayer de faire, d'éviter des expositions aux hydrocarbures, limiter au maximum les expositions aux radiations ionisantes. Et si on a dans notre famille un proche qui est atteint de leucémie, c'est important de souvent aller faire des bilans de contrôle, de NFS de dépistage ou les NFS de bilan de contrôle comme des check-ups par exemple, Oui. pour essayer de se rassurer que de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Donc voilà mon take-home message. Merci beaucoup, docteur. Je pense, en marge des profanes, moi également, j'ai beaucoup appris ce soir, notamment la notion de aigu qui renvoie au côté des cellules immatures. Franchement, merci de nous avoir dit la science ce soir. Est-ce que tu peux dire à l'audience quel est ton compte TikTok pour que, voilà, ils puissent te suivre dans ce sens et profiter de tes savoirs régulièrement? Alors, j'ai un compte TikTok euh, par lequel je fais des sensibilisations sur les cancers, vraiment les cancers de manière générale. Mon compte TikTok, c'est Tropical Oncologist. Donc, je sais pas si docteur Pouna
peut écrire ça là. Je C'est suis pas en train d'écrire. tropical. Tu as dit Ou si quelqu'un qui tropical, me suit, c'est tropical en un mot. oncologist. Donc, c'est vraiment en anglais. C'est en un mot. Oui, c'est en un mot. Il n'y a pas de trait de 8. Non. Tropical D'accord. oncologist. Avec T à la fin. J'ai bien écrit là. Allô? Allô, Doc? Oh, je pense qu'on a perdu notre invité. Heureusement, on est arrivé au thème de notre émission. Donc, il sera juste question quel est le nom de son compte TikTok en commentaire. Je vous remercie, vous, d'avoir été là ce